Bonsoir, bienvenue à ce webinaire tout à fait spécial. Je m'appelle Maximilian Fries, je suis directeur d'Europe Calling et ce soir, c'est très spécial, c'est la première fois qu'on est ensemble et qu'on coopère avec les organisations de participation citoyenne en Europe et nous sommes très heureux que ça fonctionne. Ce soir, on a Citizens Take Over Europe, on a l'école de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen, on a Mère Démocratie, on a Pulse of Europe et Europe Calling. On a 900 inscriptions pour ce soir, c'est formidable et ça ne va pas être notre dernier événement, nous pensons. Voilà, je vais donner la parole à Calypso pour une introduction, mais tout d'abord un dernier point technique. Vous pouvez utiliser la fonction question-réponse dans Zoom pour la première fois ce soir, et c'est très important. Vous pouvez mettre un like aux questions des autres, donc c'est assez démocratique. Comme ça, on peut faire remonter les questions qui ont reçu le plus de likes dans la discussion pour nos panélistes. Pour celles et ceux qui ont déjà participé à un webinaire Europe Calling, vous le savez, on enregistre tout pour que le plus de personnes possible puissent le suivre. On est un événement public. Si vous posez des questions, votre nom sera public, sachez-le. Voilà, je m'en tiendrai là et je vais donner la parole à Calypso Nicolaidis de l'Institut universitaire européen. Bonsoir. Bienvenue, welcome, willkommen, citizens. Bienvenue, welcome, willkommen, chers citoyens et citoyennes. Je coupe l'interprétation en français, dit l'oratrice. Oui, en effet, nous sommes dans un espace multilingue. Nous sommes en pleine expérimentation et nous allons décréter que le pouvoir est au peuple et nous voulons voir comment l'Europe peut fonctionner pour tous et toutes et enfin concrétiser cette promesse qui est importante pour nous. Et c'est une première, comme le disait Max, c'est la première fois que autant d'entre nous arrivent à rassembler leurs énergies, des organisations de la société civile, Europe Calling, bien évidemment, Mère Démocratie, Citizens Take Over Europe, Pulse of Europe et nous-mêmes, c'est-à-dire le Forum pour la démocratie de l'IE-STG que je co-préside avec Nicolo et Alberto. Et donc, nous sommes réunis ce soir pour poursuivre le débat sur la démocratie européenne que nous tenons depuis très longtemps, ce débat. Et nous le faisons dans un contexte double, le contexte de cette terrible guerre en Ukraine tout d'abord. Et certains d'entre vous se disent peut-être, bon ben s'il y a une guerre, ça veut dire que les leaders ne nous écoutent plus, la démocratie n'est plus importante, c'est nous maintenant les leaders qui décidons. Mais nous savons que ce n'est pas vrai, ce qui est important c'est la résilience de notre démocratie, il faut montrer que la leadership démocratique est possible. Ceci étant dit, nombreux d'entre nous ont aussi poursuivi un autre processus. L'Europe essaye de répondre à cette promesse démocratique avec des hauts et des bas, avec des lacunes, mais aussi des aspects positifs. C'est cette grande expérimentation qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe, la COF. Donc, nous allons regarder cette COF et regarder aussi le contexte plus large qui est le monde dans lequel nous vivons. Il faut voir ce que nous devons faire dans le cadre de la COF, essayer de motiver la participation citoyenne à cette conférence et vraiment donner le pouvoir au peuple, que ça reste pas seulement un slogan. Pour ce faire, nous allons lancer une conversation avec une double présentation vidéo de Anna Lurman et de Clément Beaune, qui sont les secrétaires d'État aux affaires européennes en France et en Allemagne, respectivement. Max, est-ce que tu pourrais afficher les diapositives, s'il te plaît? Ensuite, il y aura 3 groupes avec à chaque fois 2 intervenantes. Après Anna et Clément, nous aurons Sandro Gozzi, qui est eurodéputé pour Renew, qui sera en dialogue avec Wopke Kingman, qui est envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ensuite, nous passerons à 2 militantes. Stéphanie Hartung, tout d'abord, qui participe à la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui est
vice-présidente de Pulse of Europe. Excusez-moi, je suis pris d'une quinte de tout. Et nous avons Sarah Handel, qui travaille au bureau de l'association Mère Démocratie, plus de démocratie. Donc il y aura une conversation avec ces deux militantes, c'est Nicolo qui modérera cela, et puis nous approfondirons des idées spécifiques ensuite lors du troisième panel, surtout sur la citoyenneté. Cette formidable diapositive jaune de Susanna que vous verrez encore, Susanna Karp, qui est militante de la démocratie et qui travaille à Mère Démocratie. Elle va participer à ce troisième panel avec Daniel Freund, qui est eurodéputé pour les Verts et qui vous présentera la charte citoyenne. Donc, je vous propose de passer sans embâge à la présentation vidéo avec tout d'abord Anna Lugman. Et ensuite Clément Beaune. Chers Européens, chères Européennes, cette terrible guerre que Vladimir Poutine a lancée il y a 3 semaines contre l'Ukraine nous bouleverse chaque jour. En ce moment, nous, citoyens, citoyennes de l'Europe, devons être unis. Nous sommes solidaires avec les Ukrainiens, les Ukrainiennes et nous engageons pour la paix. Comme nombre d'entre vous l'ont fait ces derniers jours lors de manifestations. Cette grande solidarité avec l'Ukraine, qui a été démontrée par les citoyens, les citoyennes et la société civile partout en Europe, est vraiment très impressionnante. Il est très impressionnant et très important en ce moment de porter haut les couleurs et de défendre ce qui nous rend forts en Europe, nos valeurs partagées, notre démocratie, notre pluralité d'opinions, l'engagement de la société civile, des citoyens et des citoyennes. Tout ce qui, malheureusement, en Russie, continue d'être limité. C'est pour cela que je suis très heureuse de pouvoir parler lors de ce webinaire, au cours duquel nous allons parler de la manière dont nous, citoyens et citoyennes, pouvons renforcer ce projet Europe. La conférence sur l'avenir de l'Europe ouvre une voie innovante pour approfondir la démocratie européenne. Par le biais de ce processus européen, en plein milieu de la pandémie, on a lancé une grande expérimentation qui est importante pour le public européen qui y participe. Merci pour cet engagement, pour porter la COF et pour impliquer de plus en plus de citoyens et de citoyennes en Europe dans cet exercice. Si nous prenons tous au sérieux cette conférence, elle peut être un booster de la démocratie européenne. Fin de la semaine dernière, j'ai participé à une plénière de la conférence à Strasbourg, sur place, et j'ai été extrêmement impressionné par les contributions des citoyens et des citoyennes. Lors des panels citoyens européens, comme lors du panel citoyen allemand en janvier en Allemagne, on a sélectionné les représentants de manière aléatoire et représentative pour refléter notre société. Nombre d'entre elles n'ont aucune connaissance spécifique de l'Europe ou ne connaissent ce type de format de dialogue. Et il est d'autant plus notable, avec la rapidité qu'elles adressent, et elles ont pu faire des propositions concrètes pour l'avenir de l'Europe. Elles ont montré que l'Europe, c'est important pour tout le monde. Ces concitoyens, concitoyennes sont traités de questions d'avenir centrales pour l'Europe. Par exemple, comment l'Europe peut mieux être en capacité d'agir au niveau mondial pour défendre les valeurs européennes et les intérêts de l'Europe. Comment s'attaquer au changement climatique et rendre l'économie européenne plus verte. Comment utiliser les technologies informatiques à court terme et à l'avenir pour avancer au quotidien et dans l'industrie. Quels enseignements tirer de la pandémie du Covid? Et aussi, comment approfondir encore notre démocratie et encore mieux impliquer les concitoyens et les concitoyennes dans la politique européenne. Sur ces sujets et bien d'autres, il y a de nombreuses recommandations qui ont été formulées. Notamment, les citoyens ont dit qu'ils étaient pour le fait qu'au Conseil, on décide de plus en plus au vote à la majorité qualifiée, ce qui est très important et urgent, notamment pour la politique étrangère et de sécurité commune. Pour ce qui est du reste du processus de la COF, il ne faut pas que l'on perde les idées de nos concitoyens. Vous savez, ces recommandations ne peuvent pas simplement finir dans un tiroir. Je veux mettre en avant le fait que le 9 mai, il y aura les conclusions de la
la conférence qui seront proposées, mais ce ne sera absolument pas du tout la fin de la discussion avec nos concitoyens. Au contraire, les institutions de l'UE ont pour charge d'évaluer quelles recommandations nous pouvons impliquer dans la politique et comment. Ce suivi, les trois institutions se sont portées pour dans leur déclaration commune. Et nous, gouvernement fédéral allemand, sont pour des objectifs ambitieux, pour avoir des réformes substantielles dans l'intérêt de nos concitoyens et concitoyennes. Avec la COF, nous avons lancé un dialogue sans précédent. C'était une entreprise très complexe au vu du nombre d'acteurs impliqués et des conditions difficiles dues à la pandémie. Je suis convaincu que la conférence sur l'avenir de l'Europe devrait faire école et cette forme de participation citoyenne doit continuer d'être approfondie. Les organisations qui se sont engagées montrent qu'elles ont beaucoup d'expertise et beaucoup d'engagement. Et je suis très heureuse d'entendre les résultats de ce webinaire. Merci. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous pour ce webinaire trans-européen consacré à toutes les questions qui peuvent renforcer notre Europe, la rendre plus puissante, plus efficace aujourd'hui, notamment à travers la participation citoyenne. Je crois que c'est un bon moment pour en parler. C'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous essayons de mettre cette question citoyenne, de l'engagement, de la participation au cœur de nos travaux. Et puis plus largement parce que nous sommes au moment où va se conclure, dans quelques semaines, le 9 mai prochain, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence, la France l'a beaucoup poussée, la Commission européenne, le Parlement y ont insisté également. Elle a commencé au printemps 2021 pour se finir désormais un an plus tard. Et elle est, je crois, une occasion unique d'enrichir nos débats européens de cette participation civique, de cet engagement citoyen. Dans les 27 États membres de l'Union européenne, d'une façon un peu différente, mais toujours très active dans toutes les régions, il y aura eu des panels citoyens, des débats européens pendant plusieurs mois. En France, nous avons organisé dans chacune des 18 régions, des métropoles, des outre-mer, des conférences associant 30 à 50 citoyens par région, près de 1000 citoyens au total, qui se sont ensuite réunis au niveau national pour formuler leurs propositions en matière de climat, de démocratie et de valeurs, en matière de participation justement, de défense ou de sécurité. Tous les domaines, toutes les préoccupations qui émergent aujourd'hui dans le débat ont fait l'objet de propositions concrètes, claires, importantes. Cet exercice se poursuit aujourd'hui au niveau européen précisément, avec des panels citoyens trans-européens, avec les plénières quasiment chaque mois de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et le 9 mai, nous aurons la synthèse des propositions que les citoyens, dans leur panel, dans leur groupe de travail, ont voulu formuler pour l'avenir de notre Union européenne. Nous voyons à quel point, dans les crises du moment, dans la gravité de cette période que nous vivons avec la guerre sur notre continent, aux portes de l'Union européenne, la réforme, le renforcement de l'Union européenne est un impératif. Nous avons beaucoup parlé ces dernières années, en France notamment, de souveraineté européenne. Cela a pu paraître parfois un concept abstrait. On voit aujourd'hui à quel point c'est une nécessité vitale pour notre Europe. Et les idées qui émergent de la participation citoyenne, de nos débats citoyens, permettront pour la défense, pour l'énergie et la transition climatique, pour l'agroalimentaire et la qualité de notre alimentation, pour notre indépendance dans beaucoup de domaines, les grandes technologies, le numérique, d'être plus fort, plus innovant, plus résilient. Mais le processus ne doit pas se tenir une seule fois, aussi important soit-il pour cette conférence. Après la conclusion de la conférence, le 9 mai, nous devrons suivre les idées, rendre compte aux citoyens de la mise en œuvre de leurs recommandations et trouver des processus permanents, au-delà de nos institutions, de nos instances parlementaires, pour consulter, écouter, délibérer, entendre les idées diverses, mais aussi les critiques ou les rêves qu'expriment nos citoyens européens, notamment les jeunes. Nous avions aussi conduit en France ces derniers mois une consultation en ligne pour les jeunes en particulier. Cet exercice que plusieurs pays ont conduit il y a quelques semaines doit aussi se généraliser pour être encore une fois à l'écoute. Alors merci pour vos idées, merci pour vos débats. Nous nous efforcerons à travers cette conférence et d'autres exercices aussi de prendre en compte cette volonté et ces idées de réforme et de changement. Merci beaucoup. Continuons notre engagement pour l'Europe, pour la rendre plus forte, pour la rendre meilleure. Nous en avons besoin aujourd'hui. Thank you, Anna. Thank you, Clément. Merci Anna, merci Clément. You wanted to be with us in real time. Nous savons que vous auriez voulu être là en chair et en os,
Mais nous savons aussi que lorsque vous avez entendu parler de notre initiative, vous étiez extrêmement enthousiaste pour participer d'une manière ou d'une autre afin de faire passer votre message. Nous sommes des centaines à ce webinaire et encore plus de personnes qui verront la vidéo en streaming. Et cela est témoin du grand intérêt que nous avons ici. Nous allons nous tourner vers nos deux premiers intervenants, Tell us how you react. Sandro et Our two ministers. Webke, pour nous dire comment réagir. Vous avez entendu les deux ministres d'État en Europe qui ont fait l'éloge de la COF. Il y avait des représentants de la société civile, des ambassadeurs citoyens, nous le savons, mais ils ont aussi dit qu'ils voulaient avoir des résultats à la fin de la conférence, mais aussi plus loin pour trouver des manières innovantes de donner du pouvoir aux concitoyens. Vous savez, la démocratie numérique, des assemblées citoyennes, tous ces grands mots. Mais comment est-ce que vous voyez ça, vous, votre travail? Est-ce que vous pensez que la conférence qui dure en ce moment va pouvoir motiver plus de participation citoyenne à l'UE? Je me tourne tout d'abord vers Sandro et ensuite vers Webke. Merci. Alors malheureusement, je n'ai pas entendu toute la question, mais je crois que c'est à moi que tu es adressé. Oui, malheureusement, nous avons un petit problème de connexion, Calypso, mais je crois savoir ce que tu voudrais que nous abordions. Alors, pour ma part, je dirais trois choses. Alors, tout d'abord, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment une initiative sans précédent, une initiative extrêmement importante. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas bien, su susciter l'attention des médias. Je regrette que les médias ne débattent pas de cette question, n'informent pas bien, l'opinion publique de ce que font les citoyens et ce que font ces citoyens, ce que nous faisons en tant que représentants des citoyens, ce que nous faisons au sein de nos institutions. Je crois que c'est une occasion ratée, en fait. Et bien sûr, il y a eu l'actualité qui nous a rattrapés. Il y a la guerre en Ukraine, mais c'était déjà le cas avant la guerre. Mais c'est vrai que cette initiative, cette conférence sur l'avenir de l'Europe est une initiative sans précédent qui marque l'ouverture d'un nouveau chapitre. Moi, je dirais que si je devais recommencer aujourd'hui, bien, je referais exactement la même chose. C'est une question que je me pose et la réponse à cela, c'est non. Est-ce qu'il y a moyen, évidemment, de parfaire cette initiative? Oui, bien sûr, on apprend en faisant les choses. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toutefois, si nous voulons véritablement que cette initiative prenne son essor, si nous voulons véritablement bien, respecter l'engagement que nous avons pris auprès de nos citoyens, tenir nos promesses, bien, il faut effectivement que nous assurions que cet exercice soit suivi de résultats. Il faut rendre des comptes. Ce n'est pas une sorte d'exercice de sondage au niveau européen. Ce n'est pas une sorte de dialogue citoyen sans suivi. Non, c'est un processus démocratique. Les citoyens ont formulé des recommandations, certaines sont extrêmement claires, précises, d'autres sont plus générales, c'est tout à fait normal, ce n'est pas le rôle des citoyens bien, de venir avec des solutions opérationnelles, c'est notre rôle à nous de donner à toutes ces recommandations une dimension opérationnelle, pratique, politique. Et c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il nous faut faire. Et puis, c'est une question de crédibilité. Ce faisant, je crois que nous pourrons alors anticiper véritablement la construction d'une nouvelle dimension de la démocratie européenne, cette dimension qui est la démocratie participative directe. Alors, on en est au balbutiement, certainement, mais cette conférence est un énorme pas en avant. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, ça se retournera contre nous et ça se retournera contre l'Union en soi. Elle perdra pardon, de sa crédibilité parce que, évidemment, nous n'allons pas dire à des milliers de citoyens de passer du temps à discuter
du présent, de l'avenir de l'Union européenne et puis on leur dit: «Bah, merci, c'était très gentil d'être venu et on revient, à la façon de faire d'avant». Non, ce n'est pas possible. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, il y a des propositions extrêmement spécifiques qui ont été formulées en vue d'enrichir la démocratie européenne à travers une nouvelle forme de démocratie directe, à travers un nouveau processus de consultation. Pour moi, c'est très, très intéressant. Les citoyens ont, par exemple, proposé de créer des assemblées citoyennes qui se réuniraient ou qui seraient convoquées tous les ans, qui contribueraient ainsi au débat qui pourrait précéder, donc en amont du discours sur l'état de l'Union que tient toujours la présidence de la Commission. Alors, vous savez qu'en septembre de chaque année, la présidence de la Commission fait un discours sur l'état de l'Union qui est en fait, eh bien, une façon, de présenter, eh bien, les initiatives politiques, et cetera. Eh bien, avant ce discours, il y a toujours, des discussions au sein du Parlement européen, au sein du Conseil. Eh bien, les citoyens nous disent: «Nous voulons nous aussi contribuer à cela» et par exemple, le 9 mai, bah, c'est la fin ce serait la fin d'une telle assemblée citoyenne, voilà. Et une autre initiative que nous aimons beaucoup et que nous appuyons, c'est l'idée d'avoir une discussion pardon, avec, les citoyens au niveau continental à mi-parcours, à mi-mandat. Donc à mi-mandat, il ne s'agit pas de vraiment, eh bien, de commencer au Parlement européen, eh bien, d'élire de nouveaux présidents de commission et cetera et cetera. Non, il faudrait se mobiliser plus généralement pour avoir un débat plus général sur les priorités de l'Union et ce débat devrait être alimenté par justement les discussions de ces assemblées citoyennes. Et il nous faut effectivement, bien sûr, nous utiliser un outil et le rendre plus permanent. Et c'est la plateforme en ligne qui est utilisée pour l'instant. Bon, voilà, ce sont des propositions très concrètes et il faut nous engager à les défendre. Merci beaucoup, Sandro Webke. Alors, est-ce que vous êtes aussi optimiste et enthousiaste que Sandro Webke? Alors, lorsqu'on vous pose la question de savoir comment se passe la conférence, le débat va-t-il contribuer à la qualité, à augmenter la qualité de la démocratie en Europe, pensez-vous, Webke? Merci, Calypso. Eh bien, je dirais que je suis presque aussi enthousiaste qu'Alessandre. Je suis l'envoyé néerlandais pour la conférence sur l'avenir de l'Europe et pour mon gouvernement, cette conférence vise à recueillir les attentes des citoyens européens, les souhaits des citoyens pour l'Union européenne dans les années à venir. Aux Pays-Bas, nous avons mené eh bien, pas mal de consultations citoyennes très inclusives, comme l'a dit Monsieur Beaune. Nous avons fait la même chose que ce qui a été fait en France. Nous avons mené quelques enquêtes. 11 000 citoyens néerlandais y ont participé. Nous avons eu des discussions approfondies avec 450 citoyens néerlandais. Le résultat de notre panel national est en fait a été intégré pardon, dans les résultats de la conférence. Alors, pour les citoyens néerlandais, la démocratie européenne, ce n'est pas la priorité pour les prochaines années. Les priorités sont le climat, l'environnement, la sécurité, l'état de droit et la migration. Ce qui ne veut pas dire que nos citoyens n'ont pas d'opinion concernant la démocratie européenne. Alors, pour faire fond sur ce que disait Sandro, Monsieur Gozzi, eh bien, nos citoyens veulent avoir de meilleures informations sur ce qui se passe au quotidien à Bruxelles. C'est un souhait. Ils veulent en savoir plus sur ce qui se passe au niveau européen, plus que ce qu'on entend dans les médias, surtout pour ce qui a trait aux positions d'autres États membres. Ils souhaitent beaucoup plus de transparence dans tout le processus législatif et décisionnel. La question du transnationalisme qui est extrêmement
extrêmement débattue à Strasbourg, eh bien, seul un tiers de nos citoyens sont en faveur. Mais pour revenir à ce que disait Monsieur Gauzy, eh bien, les citoyens néerlandais eh bien, sont très heureux de cette conférence et aimeraient que ce soit un mécanisme permanent de dialogue. Voilà, ce sont les résultats pour les Pays-Bas, mais au niveau européen, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres dialogues qui se sont déroulés, qui se déroulent avec des idées très intéressantes qui sont mises sur la table pour renforcer la démocratie européenne. Maintenant, il faut évaluer ces idées, comme nous l'avons dit. Nous devons également les traduire en propositions concrètes et à cet effet, il nous faut véritablement débattre entre nous sur la base des recommandations des citoyens, voir ce qui existe, faire un petit peu un inventaire de ce qui existe déjà, parce que parfois ce que les citoyens souhaitent existe déjà, ce que les institutions européennes préparent déjà, et puis troisièmement, voir ce qui exigera peut-être un changement des traités. Cette discussion doit se tenir d'ores et déjà, dès à présent et les Néerlandais s'engagent à faire en sorte que ces débats soient aussi forts, aussi transparents que possible. Donc, la réponse à votre question, Calypso, comment la conférence va-t-elle avoir effectivement une incidence sur la qualité de la démocratie européenne? Eh bien, moi, je dirais, il faut prendre les recommandations et les propositions des citoyens au sérieux. Merci, merci à tous les deux. Alors, je vais un petit peu vous houspiller. Il y a évidemment des engagements, mais le processus pose de nombreuses questions. Nous nous posons la question de savoir si les 178 recommandations formulées par les citoyens dans différentes assemblées et panels, est-ce qu'on va les prendre au sérieux? Que va-t-il se passer avec peut-être les initiatives les plus ambitieuses? Est-ce qu'il y aura des changements constitutionnels, des changements des traités? Est-ce que les institutions vont avoir une discussion à ce sujet à huis clos? Là, on parle des trois institutions à juste titre. Là, peut-être que je pourrais me tourner vers Daniel. Voulez-vous intervenir avant que vous n'interveniez plus tard? Oui, en effet, Calypso. Ça, c'est évidemment la question à 1 000 000 €, hein, c'est même plus que 1 000 €. Qu'allons-nous faire maintenant? Sandro, Webke seront d'accord avec moi. Il y a une bataille politique pour l'instant qui se déroule concernant ce qui va se passer en aval de la conférence. Bon nombre de personnes veulent prendre ces recommandations de la conférence, ces recommandations citoyennes très au sérieux. On veut des changements durables au budget, au traité après la fin de la conclusion de cette conférence, mais il y a aussi d'autres forces qui ne veulent pas de changement. Le gouvernement suédois vient de publier un document en disant que il ne souhaite pas que le Conseil se prononce sur les recommandations formulées par les citoyens, par exemple. Je ne dis pas qu'il y a une majorité, mais il y a plusieurs gouvernements au Conseil qui soutiennent le gouvernement suédois. Et voilà qui serait extrêmement décevant pour ces milliers de citoyens qui se sont mobilisés, qui ont participé à ce processus en ligne, en présence, en participant à d'autres événements. Alors, au Parlement européen, on en a parlé. J'ai participé à la conférence des présidents la semaine dernière. Donc, les leaders des groupes, de tous les groupes représentés au Parlement européen se sont réunis. Nous avons eu un premier échange de vues la semaine dernière là-dessus et nous avons eu une discussion entre les 108 députés européens qui sont représentés à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il semble qu'il y ait vraiment un soutien majoritaire pour que le Parlement lance en fait un processus pour qu'on aboutisse à une convention. Nous avons un droit d'initiative, c'est un des rares domaines où nous disposons de ce droit et tous les groupes, à l'exception de l'extrême droite, qui aimerait que tout cela se déroule après le 9 mai, eh bien, nous sommes tous d'accord pour dire que toutes ces propositions citoyennes exigeraient eh bien, une ou plusieurs modifications au traité. Eh bien, nous voulons vraiment nous pencher là-dessus sérieusement au Parlement européen. Merci, Daniel. Alors ça, évidemment, c'est très, très important ce que vous venez de dire. Je sais que Sandro ne peut pas rester avec nous jusqu'à la fin et avant de passer la main à Nicolo, je
je ne peux pas résister, Sandro, avant que vous nous quittiez, puisque vous êtes du groupe Renew et que vous travaillez directement avec la présidence française et vous avez entendu cet engagement. Est-ce que vous pensez que la présidence française de l'Union européenne appuiera la proposition que vient de partager avec nous Daniel Freund? 1 minute, Sandro. Eh bien, la présidence française, en fait, souhaite de bons résultats de ce processus et fera pression pour que nous arrivions à une très, très bonne déclaration le 9 mai. Emmanuel Macron a toujours dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de tabou, que l'on peut parler de tout. Et c'est déjà très, très important. Donc, s'il faut effectivement adopter des initiatives politiques à titre de suivi de la conférence, ainsi soit-il. Eh bien, s'il faut effectivement adopter des changements législatifs, très bien. S'il faut réviser les traités, revoyons les traités. En tant que Renew, eh bien, nous sommes pleinement engagés à cela. Et d'ailleurs, le Parlement européen, si à la fin de la conférence, le Parlement européen lance une procédure de révision des traités conformément à l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, c'est tout à fait dans le cadre de nos compétences. Nous devrions le faire pour donner un suivi à certaines des propositions très, très importantes formulées par les citoyens qui sont déjà sur la table. Merci, merci beaucoup, Sandro. Eh bien, notre public doit savoir qu'il s'agit ici d'un dialogue informel, hein. La présidence française n'a pris aucun engagement formel, mais merci, merci déjà de votre approche, de l'approche que vous adoptez. Merci. Webke, vous voulez peut-être répondre en quelque sorte? Quelque chose? Vous voulez encore ajouter quelque chose, Webke? Non? Oui, si vous me le permettez, j'aimerais réagir à votre question justement. Alors, je suis un peu surpris. Pourquoi parlons-nous d'une convention ou de la convention? 178 recommandations ont été formulées, elles sont sur la table, d'excellentes recommandations. Débattons-en lors de la conférence, c'est à ça que ça sert cette conférence. Eh bien, mettons l'accent sur ces propositions. Nous savons que les 178 recommandations ne vont pas être appliquées en même temps. Établissons un ordre de priorité, voyons quelles sont les recommandations qui doivent être suivies des faits. Certaines ont trait à des initiatives qui sont en cours. Il y a des recommandations qui sont déjà devenues réalité pour l'instant. Pour certaines autres recommandations, on travaille sur effectivement des décisions dans le cadre de la procédure de la codécision. D'autres sont entre les mains de la Commission. Eh bien, voyons quelles sont les recommandations qui exigeraient une révision des traités. Oui, alors tout cela, c'est très bien, mais par contre, je suis certain que la majorité de ces recommandations seront suivies d'une application pratique. On a fait un petit calcul et on s'est rendu compte que 85 du contenu des recommandations fait l'objet d'initiatives planifiées ou est en cours d'application. Je ne suis absolument pas euh, inquiet, il y aura un suivi. La question est la suivante. Est-ce que il faut effectivement s'engager avant le 9 mai en vue d'une révision des traités ou est-ce qu'on peut prendre un tel engagement plus avant? Et comme nous le disons dans la déclaration commune des 3 institutions, eh bien, les 3 institutions nous disent qu'effectivement, eh bien, elles vont lire le rapport de la conférence et chacune décidera de la manière de procéder conformément à leur propre rôle respectif. Il y a toute une discussion qui se tient concernant le fait, ou la question de savoir s'il faut prendre un engagement ferme avant le 9 mai ou après le 9 mai. Eh bien, moi, je dis, faisons un bon travail sur la base de ces 178 recommandations. Question d'avoir une bonne idée, justement, autour de la date de la conférence, une bonne idée de ce qui exige un changement des traités, de ce qui est déjà là, de ce qui existe déjà là. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cet appel à la prudence et pour vous toutes et toutes qui participez à cette réunion. Bon, je voulais simplement vous dire que vous allez recevoir des informations
Nous avons effectivement un site web où nous procédons à une analyse approfondie des recommandations, de ce qu'elles signifient, qui effectivement les parrainent et d'ailleurs, certains des intervenants d'ailleurs représentent certaines de ces, organisations, qui parrainent cet événement. Nicolo. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle, Nicolo, je fais bonjour à Sandro et au cours des 2 dernières années, eh bien justement, je travaille à une coalition qui s'appelle Citizens Take Over Europe et les 2 personnes que je vais vous présenter maintenant représentent des organisations qui font partie de cette, coalition, justement, de mobilisation de la société, civile. Stéphanie Hartung de Pulse of Europe qui est également dans la plénière, de la conférence sur l'avenir de l'Europe, Sarah Handel de Mère Démocratie, 2 organisations qui participent justement à, l'organisation de ce webinaire ce soir. Alors, j'aimerais poser le cadre de notre discussion. Il y a 2 ans, lorsque nous avons créé Citizens Takeover Europe et avant ça même, avec vos organisations respectives, vous avez mobilisé toujours les citoyens européens autour des questions européennes. Notre espoir, notre détermination, c'est de faire en sorte que ce moment soit vraiment un moment de la transformation dans la relation entre les citoyens et l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, alors on entend que 85% des recommandations qui ont été formulées par les citoyens dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, eh bien, font l'objet d'initiatives qui sont planifiées. Eh bien, moi, je dirais il nous semble que nous courons un risque de décevoir les citoyens. J'aimerais rappeler à tout un chacun que même que si nous voulons, en fait, nous avons toujours appelé à une transformation de l'Union européenne, même avant la crise actuelle, bah, il est clair que la crise actuelle a changé tous les paradigmes. Heu, je crois que maintenant la démocratie devient plus essentielle que jamais et nous devons l'améliorer. Eh bien, compte tenu de tous ces éléments, Stéphanie, vous avez une expérience, au sein de la conférence, mais aussi, une expérience de rue. De quoi avons-nous besoin pour mobiliser les citoyens européens autour de ces thématiques, hein, et ce qu'offrent les institutions? Est-ce que c'est assez pour satisfaire ces demandes? Ja, vielen Dank, Nicolo. Merci Nicolo, merci pour ces questions vraiment très intéressantes. De quoi a-t-on besoin? Alors je vais peut-être revenir à un principe important qui est la légitimité, la crédibilité qui est quelque chose de très important en politique. Il faut que le monde politique et la conférence fassent preuve de crédibilité. Et donc, si cela est garanti, je crois que la participation citoyenne est plus simple. En 2017, nous avons lancé Pulse of Europe et c'était vraiment un sujet central pour nous. Depuis, bon, on a fait beaucoup de choses. Si je regarde maintenant la conférence, tu as dit comment peut-on amener les gens à vraiment participer, eh bien, je crois que nous en sommes à un point extrêmement stimulant en ce moment parce qu'elle est très prometteuse, cette conférence. À mon avis, cette conférence a ouvert la porte pour une forme de participation citoyenne qui n'a jamais existé sous cette expérimentation. Il y a 800 citoyens, citoyennes de l'Europe qui ont été sélectionnés, qui se sont impliqués, parfois aussi avec des objections personnelles, des difficultés personnelles. Mais vous savez, il y a des gens dans ces 800 personnes qui ont perdu leur emploi pour pouvoir participer à cette conférence, hein. Et c'était pas toujours très facile. Et malgré cela, ces personnes sont là. Et donc, il y a une grande promesse qui est là. On a entendu cette promesse, les 2 orateurs précédents en ont parlé. Et cette promesse, c'est que le résultat de ce travail des concitoyens, des concitoyennes, devra être traité avec beaucoup de conscience, de prudence. On dit que ça pourrait être un petit peu décevant, que 85% de ces recommandations soient déjà mises en œuvre ou soient dans les cartons. Je ne crois pas du tout. Ce ne sera pas une déception. Au contraire, pour beaucoup de ces participants et participantes, ce sera vraiment intéressant de savoir que on a parlé de choses qui existent déjà ou qui sont en train d'être prévues. Bon, là, on revient au problème de la communication parce que la conférence, on en a déjà parlé, reçoit beaucoup trop peu d'attention, malheureusement. Mais au-delà de ceci, il faut communiquer, les
citoyens veulent être plus impliqués, veulent avoir plus de connaissances, donc il faut qu'on communique pour dire que nombre des recommandations de ces citoyens existent déjà. Ça ne peut pas être une déception, ce sera peut-être même quelque chose de satisfaisant que de dire mais regardez, il y en a déjà des recommandations qui ont été concrétisées. Bon, c'est mon point de vue. Avant de nous préoccuper du processus de suivi, comme on l'appelle, ou qu'on se pose des questions sur une forme de convention, même si j'y suis favorable. Moi, ce que je trouve important pour le moment, c'est de savoir ce qui va se passer au cours des 6 à 8 semaines qui viennent. C'est décisif ici. Ce qui se joue, c'est de savoir si cette conférence sera une réussite ou pas. Depuis des mois, on s'est échauffé, disons-le comme ça, en plénière aussi, en plénière de la conférence. On s'est rencontrés, connus, on a essayé de trouver des manières de parler, les hommes, les femmes politiques, les citoyens, les citoyennes, se dire, bon, alors comment on fait? Mais maintenant, le travail citoyen a été fait. Il y a 178 recommandations qui ont été proposées, plus tous les contenus de la plateforme numérique, plus toutes les recommandations nationales. Donc, on est bien au-delà de simplement 178 recommandations. Mais laissons tout cela de côté. Maintenant, il y a deux choses très importantes. Daniel en a d'ailleurs parlé tout à l'heure. Il y a deux choses que la conférence prévoit dans son règlement intérieur. Un mécanisme de feedback concret, tout d'abord, et aussi une transformation de ces recommandations citoyennes dans des propositions concrètes de la plénière. Ce que je retire du week-end dernier, au-delà des considérations abstraites, comment traiter les recommandations, quel sera le suivi, non, ce que j'ai tiré de ce week-end, c'est que les citoyens et les citoyennes attendent que dans ce processus de dialogue, et ça c'est exceptionnel, dans cette plénière qui est un rassemblement très spécifique, la question est de savoir, c'est est-ce qu'on communique, est-ce qu'on échange, oui ou non? Et Calypso en a parlé. Bon, il y a le document suédois, il y a 10 États qui ont une position à peu près similaire et qui viennent maintenant nous voir et nous disent « Non, on n'a pas de mandat, nous, pour nous prononcer sur ces recommandations. » Alors moi, très honnêtement, je dois dire que je suis choqué. Pas parce que c'est inimaginable. Oui, évidemment, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de mandat, mais c'est surtout que tous les participants le savaient au début de la conférence. Et donc, voilà comment je résumerai la situation. Pour le moment, ce qui est très important, ce sont les 6 à 8 semaines à venir. Elles seront décisives pour la réussite, pas de ce qu'il y aura plus tard, mais de ce qui est maintenant apporté sur la table, maintenant. Et ensuite, on verra comment on poursuit. Merci beaucoup, Stéphanie. Sarah, je poserai les mêmes questions pour savoir ce qu'il faut pour mobiliser les citoyens, savoir si ce qu'on a suffit. Mais dans la fonction de questions, il y a les centaines de participants et de participantes qui envoient des questions et il y a une question sur le fait de savoir d'un côté, bon, état de droit, problématique de démocratie, on en a beaucoup parlé, même avant la situation ukrainienne. Mère Démocratie, votre association en a déjà parlé depuis longtemps, donc est-ce qu'il est réaliste de transformer cette démocratie européenne au moment où il y a des gouvernements illibéraux qui ne sont pas très pour? Et d'un autre côté, il y a des questions sur le fait de savoir comment la situation de guerre pourrait transformer de manière vraiment profonde l'Union européenne. Par exemple, on parle d'une armée européenne. Il y a eu un grand changement d'orientation, notamment en Allemagne, pour ce qui est de ces investissements dans l'armée. Vraiment un changement de cap. Donc, de quoi on a besoin pour répondre à cette demande de participation citoyenne, Sarah? Merci beaucoup pour cette question. Moi, j'aimerais apporter une autre perspective que ce que l'on vient d'entendre. Je crois que l'on entend très bien ici ce qui nous attend, quelles sont nos tâches.
La conférence était extrêmement importante. C'était un processus d'apprentissage très important pour les institutions européennes et pour les concitoyens, pour savoir comment travailler ensemble à des idées et comment rentrer dans le dialogue ensemble et vraiment travailler à ces sujets importants. Et ce que l'on voit dans ces recommandations, c'est que les citoyens ont des attentes placées dans l'UE bien plus importantes que ce que l'UE peut apporter. Alors oui, il faut plus d'engagement dans la protection de l'environnement, la numérisation, il faut un rôle bien plus fort de façonnement de l'UE, c'est ce qui est indu. Mais cela ne peut être fait que si on change les structures démocratiques. Et ce qu'on a vu au cours de la conférence, et ça c'est le résultat le plus important, c'est qu'on a vu que les citoyens veulent une UE plus forte et plus indépendante. Et ils ont fait des propositions concrètes pour y arriver. Mais ces propositions ne sont pas vraiment centrales, en fait, à mon avis, parce que les citoyens, les citoyennes ont eu très peu de temps, en fait, pour traiter du nombre très important de sujets dans la conférence. Donc, on ne peut pas travailler seulement sur la base de ces recommandations, mais il faut reprendre l'esprit de ces recommandations. Et cet esprit est clair. Les citoyens veulent une UE plus indépendante et plus forte. Et il y a deux dimensions dans cette indépendance. Et on voit cela, comment cela s'articule avec la guerre en Ukraine. Il faut plus d'indépendance de l'UE par rapport à l'extérieur, donc indépendance énergétique, indépendance par rapport à d'autres acteurs, pour agir de manière basée sur nos valeurs par rapport à eux. Et puis, quand on aura cette indépendance, on pourra représenter nos valeurs. Donc, on a besoin de de cette indépendance extérieure, mais aussi d'une indépendance intérieure. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une UE qui n'est pas dominée par les intérêts privés, qui ne se laisse pas bloquer par ses perspectives individuelles. Il nous faut donc une UE qui représente une perspective européenne globale et qui peut agir de manière active pour défendre le bien-être européen commun et la pluralité de l'UE. Et si on a cette indépendance interne et externe, eh bien, il faut des réformes structurelles pour y arriver. On en a parlé de certaines de ces réformes structurelles dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, d'autres pas du tout. Ce qui découle de ces recommandations de citoyens, c'est clair, c'est qu'il faut une convention européenne. Il y a de nombreux défis auxquels est confrontée l'Europe et on ne peut pas travailler sur un point et sur un autre de manière isolée en ne voyant pas l'ensemble. Il faut avoir une convention constitutionnalisante qui soit un nouveau départ de l'UE et qui donne de nouvelles structures. Et je sais, cela peut sembler inimaginable, mais il y a un exemple dans le monde où ça se passe exactement comme ça en ce moment. C'est au Chili. Au Chili, en ce moment, il y a une constituante qui est en train de choisir une nouvelle constitution et c'est un processus qui a été choisi et qui pourrait fonctionner pour l'Europe. Je pourrais l'expliquer plus en détail tout à l'heure si vous me laissez le faire, mais il y a trois éléments importants dans ce processus. Si nous voulons avoir une nouvelle constitution pour l'Europe, alors cela doit être fait par une convention constituante indépendante qui est élue directement et qui est indépendante des structures de pouvoir actuelles de l'UE, parce que seule une convention indépendante peut penser de manière libre et pour trouver des solutions. Le deuxième aspect, c'est qu'une nouvelle convention doit travailler avec les citoyens et avec les organisations de la société civile. On ne peut pas avoir que des hommes et des femmes politiques qui y travaillent. Donc, il faut un accès large. Et troisième élément, une fois que la Constitution aura été rédigée, il faut qu'elle soit adoptée par les peuples européens. Si nous ne faisons pas cela, nous nous retrouvons à nouveau dans la situation où les structures de pouvoir actuelles, qui sont d'accord, légitimes d'un point de vue démocratique, mais qui ont un intérêt à avoir une politique des petits pas, en train de changement, eh ben, ça ne sera pas une réussite. Et c'est pour ça que c'est conçu comme ça en ce moment en Chili. Là, il a été décidé que la population veut une nouvelle
convention. Ensuite, il y aura une participation citoyenne et au milieu de cette année, il y aura un référendum citoyen pour adopter cette constitution. Et c'est un processus qui semble extrêmement éloigné de ce que nous avons dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais la COF, quand même, pour de nombreux hommes et femmes politiques, a quand même fait prendre conscience que ils ne sont pas élus pour décider seulement et pour nous guider. Non, leur rôle est aussi de venir être la passerelle entre la citoyenneté et la politique. Et s'ils ne le font pas, ils perdent en crédibilité, en légitimité, et c'est ce qui nous empêche d'être en capacité d'agir par rapport à tous les problèmes qui nous préoccupent. Ces réformes, les citoyens et les citoyennes les veulent et elles sont absolument nécessaires pour pouvoir réagir aux problèmes d'aujourd'hui. Et donc, chez Mère Démocratie, nous sommes absolument convaincus qu'on ne pourra pas se passer d'une convention constituante. Et je suis très heureux que Daniel Freund ait dit que le Parlement européen est peut-être même prêt à lancer ce type de processus. Mais il faut que ce soit un processus très particulier qui doit fonctionner comme je viens de le décrire. Merci beaucoup. Super, thank you, Sarah, for being. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été très concrète et très claire et d'avoir présenté un exemple qui nous vient d'ailleurs dans l'Europe. C'est bien pour les Européens de se rendre compte qu'on n'est pas toujours chef de file et qu'il y a d'autres bons exemples dans le monde dont on peut s'inspirer. Avant de présenter les deux prochains invités, en quelques secondes, je vais peut-être demander quelque chose à Stéphanie. Dans votre expérience au sein de la COF, est-ce que vous retrouvez certains aspects du processus qui vient d'être présenté par Sarah? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire en parallèle de la conférence, peut-être chez nous, à la maison, pour essayer d'aller en ce sens? En 30 secondes, si vous pouvez, s'il vous plaît. Alors, je l'ai dit au début, hein, pour ce qui est des perspectives de long terme, je suis tout à fait d'accord avec Sarah et je crois qu'il y a un terreau qui est prêt pour cette réforme. Cependant, j'ai toujours peur de passer d'un projet à l'autre. Il y aura bien un moment où le dialogue devra être vraiment vécu. Et la conférence, pour le moment, n'a pas lancé de dialogue. Alors peut-être qu'il y a eu des échanges dans un groupe de travail ou un autre, mais là, maintenant, il faut qu'on regarde si le terrain est vraiment prêt pour quelque chose d'aussi ambitieux, parce que la conférence offre déjà tout ce qu'une convention constituante devrait avoir. Bon, alors évidemment, on n'a pas de caractère contraignant, on n'a pas de question de savoir quelle est la composition de ces recommandations à la fin, mais il faut, je crois, être unanime. Oui, je sais très bien qu'on va pouvoir, je sais très bien qu'on va pas pouvoir voter sur 178 recommandations, mais il faut savoir ce qu'on va pouvoir faire de ce qui a été produit et je l'espère mettre en place le cadre pour le prochaine grande étape. Merci. Merci. Merci d'être concise. C'est une bonne transition, je crois, pour donner la parole à Daniel Freund et à Susanna Karp, qui sont nos invités du dernier panel. Daniel Freund, vous êtes député européen, vous avez suivi de près le travail du Conseil exécutif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, vous avez des positions très arrêtées sur la manière dont cette COF devrait fonctionner, et vous avez fait des propositions à la plénière de la COF pour savoir comment ce travail pourrait être structuré et faire l'objet d'un suivi et donner une charte citoyenne. Susanna Karp, qui est aussi avec nous, travaille là-dessus. Elle est militante pour la démocratie à la fondation ESIT. Donc, je pense que vous êtes en très bonne situation pour proposer une voie à suivre sur la base du travail qui a déjà été fait. Donc, Daniel, je vais vous donner la parole et j'aimerais savoir quelle est votre réaction par rapport à tout ce travail qui a été fait et savoir, à votre avis, à quelle vitesse on peut avancer et
dans quelle mesure on peut arriver à un moment de transformation de l'Europe à la fin de cette conférence, et puis aussi parler de la citoyenneté européenne. C'est vraiment quelque chose de clé. Allez-y. Merci de m'avoir invité à cette formidable conversation. Alors, toute l'idée derrière cette conférence, c'était de tenir un débat sur la vraie transformation, mutation de l'UE. On ne voulait pas parler seulement du programme législatif de l'année prochaine, on ne voulait pas faire un gigantesque discours sur l'état de l'Union et puis préparer le terrain pour la présidence de la Commission. Non, ce n'est pas ça le but. Comment était conçue cette conférence? Eh bien, si vous regardez, vous voyez quelle était notre idée. D'un côté, on a impliqué les acteurs nécessaires pour changer les législations ou changer les traités. La composition d'une grande partie de la plénière ressemble en effet à une convention. Et d'un autre côté, on a impliqué les citoyens, les citoyennes, la société civile dans son ensemble, parce que mon analyse, et c'est très partagé au Parlement européen, c'est que la dernière fois, lorsque la Constitution a fait l'objet d'un débat, c'était un cercle assez ramassé qui a tenu ce débat. Et quand on est arrivé à la ratification de la Constitution qui avait été écrite, là, on a eu des problèmes. Tout d'abord en France, ensuite aux Pays-Bas, après à Lisbonne, et puis en Irlande. Et donc, on ne veut pas se retrouver à nouveau dans cette situation. On veut, dès le début, avoir les citoyens autour de la table pour avoir une chance que les grandes idées produites par la conférence, et bien que ces idées puissent être ratifiées. Alors, je dois dire que les panels citoyens, dont je me suis fait le chantre dès le début, eh bien, ça, c'est la partie de la conférence qui fonctionne vraiment. Les citoyens, les citoyennes ont présenté des idées formidables. On l'a déjà dit, pas seulement les 178 recommandations des panels, il y a 10 000 idées presque sur la plateforme numérique. Il y a les panels nationaux avec de bonnes idées, je crois. Bon, même si je suis un petit peu sceptique concernant les débats très nationaux, vous savez, dans le cadre d'une réforme européenne, il faut des débats européens sur des problèmes européens. En tout cas, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, une chose que vient de dire Stéphanie pour conclure, qui était qu'on ne peut pas voter sur toutes ces idées. Mais ma question, c'est pourquoi pas? On est tous habitants, habitantes d'une démocratie, et donc voter, c'est le cœur de la démocratie. Et donc, on a même, je crois, le cadre logistique pour pouvoir voter. On s'est assuré que c'était sur place. Tout le monde à la conférence a reçu une carte. On peut le mettre dans la machine pour voter dans la salle de la plénière du Parlement, et on pourrait le faire. Bon, on pourrait tout d'abord débattre, ensuite proposer des amendements, mais je pense qu'avoir un vote en clôture de la conférence serait formidable. Il y a peut-être des idées qui ne vont pas passer le tamis de ce vote. Et après, on peut rendre ça transparent et dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qui ne voulait pas cette proposition? Est-ce qu'il y avait un désaccord large concernant une des propositions des concitoyens, ou est-ce que c'est des acteurs spécifiques, des gouvernements ou des eurodéputés qui étaient contre telle ou telle proposition? D'un point de vue logistique, c'est très simple à faire. On a, dans le règlement de la conférence, un accord déjà pour dire comment approuver une idée. Les 4 piliers, le gouvernement, la commission, les parlementaires nationaux et les parlementaires européens doivent adopter une idée pour qu'elle soit vraiment adoptée. Et il sera intéressant de voir si certaines idées ne sont pas sorties de ce processus, eh bien pourquoi ça s'est produit, et avoir des informations. Parce que si on approuve quelque chose au bout de la conférence, disons qu'il y a 200 idées qui en ressortent, et après, bon, d'autres l'ont déjà dit, certaines de ces idées sont déjà dans les tuyaux, ou il y a déjà des législations qui sont en train d'être adoptées, des procédures, mais les idées les plus ambitieuses, et d'ailleurs les citoyens et citoyennes n'ont pas dit non, prenez que les idées les plus faciles, et les difficiles, vous les mettez dans les cartons et vous les ignorez. Non, ils nous ont dit de manière délibérée qu'ils voulaient nous donner des idées pour des projets ambitieux. L'abolition de l'anonymat, réforme des élections au
Parlement européen, une réforme du traité ou même une constitution. Tout cela, c'est pas facile, mais je ne pense pas que les citoyens veulent qu'on ignore ces idées, donc on a besoin d'un processus de reddition de comptes. Si les gouvernements approuvent ces idées dans la conférence, alors elles doivent les concrétiser plus tard et dire 2 ans plus tard, non, c'était super dans le cadre de la conférence en termes de conclusion de l'exercice, mais on ne veut pas que ça devienne une réalité. Et je crois que pour cela, un vote est la meilleure idée que j'ai. Definitely a classic part of democracy. Eh bien oui, oui, effectivement, c'est un élément classique de la démocratie, hein, après tout, effectivement. Et puis, c'est vrai que le slogan de la conférence, c'est «L'avenir est entre vos mains». Eh bien oui, voilà, donnons aux mains, mettons entre les mains des citoyens une carte pour voter. Avant de passer la parole à Susanna, j'aurais voulu savoir exactement ce que vous pensez de la charte citoyenne. Vous l'avez proposée en plénière. Pourquoi est-ce que c'est un si bon élément, justement? Pourquoi est-ce que c'est un si bon élément de suivi pour cette conférence? Parce que pour moi, la citoyenneté, c'est quelque chose de très, très concret pour les citoyens. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très abstrait de parler, de voter en faveur d'un jeu de droits fondamentaux. Mais, vous savez, un passeport, par exemple, c'est quelque chose de très concret pour un citoyen. Voilà. Quand on parle de passeport, on parle de voyage. Alors, en général, nous aimons tous voyager. On associe l'utilisation d'un passeport à quelque chose de positif. Et donc, voilà, disons clairement, à l'avenir, on peut avoir un passeport européen qui symbolise tous ces droits que nous avons déjà acquis en grande partie, parce que je crois qu'on pourrait effectivement prévoir d'autres droits à octroyer aux citoyens européens, pourquoi pas. Eh bien voilà, symboliquement, je crois que ce serait quand même un symbole très très fort, un résultat très symbolique en aval de notre conférence. Nous avons une charte européenne et donc je crois que véritablement un symbole de citoyenneté européenne, je crois que ce sera un résultat extraordinaire de la conférence. Oui, tu l'as encore montré d'une autre manière, hein, quand tu as montré le passeport, voilà, une autre façon de mettre l'avenir de l'Europe entre les mains des citoyens européens. Susanna, depuis quelque temps, tu travailles déjà sur la question de l'élargissement, l'approfondissement de cette citoyenneté européenne. Ce travail, comment le vois-tu par rapport à ces travaux que nous avons évoqués aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe? Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci de m'avoir associé à ce dialogue. Alors, désolée si vous entendez du bruit, malheureusement, euh, on fait du bruit en dehors de mon bureau. Toutes mes excuses. En fait, je voudrais revenir sur quelque chose que tu viens de dire, Nicolo. Qui peut voter? Qui ne peut pas voter? Voilà, c'est en fait un gros problème pour la démocratie européenne et un problème de longue date. Et c'est un peu un problème parce que dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, on continue à faire cette distinction. J'aimerais peut-être faire une petite analyse historique. Je crois qu'il faut nous pencher sur la situation actuelle. Bon, il y a la guerre en Ukraine, il y a la conférence sur l'avenir de l'Europe et c'est vrai qu'il faut apporter une nouvelle perspective. Pour moi, eh bien, l'histoire européenne a toujours été conçue comme une histoire de guerre, hein, avec quelques périodes très, très courtes de paix. Mais dans la réalité, en fait, il faut parler plutôt d'une histoire de citoyenneté européenne en devenir. Et si on voit effectivement la guerre en Ukraine, la conférence sur l'avenir de l'Europe, il faut effectivement comprendre ces deux événements. Eh bien, justement, dans l'histoire européenne, sous cette perspective-là, il est très, très difficile de ressentir de l'espoir pour l'instant, cette époque très terrible que nous vivons. Mais nous voyons que des milliers, des millions de citoyens se mobilisent, montrent leur solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Du côté de l'Union européenne, les citoyens aussi en dehors de l'Union européenne, par exemple les citoyens géorgiens à Tbilissi,
heu d'autres États qui effectivement ou d'autres citoyens, pardon, qui, prennent leur voiture, pour aller chercher, accueillir des réfugiés aux frontières. Eh bien, tout cela, cela représente une nouvelle, époque pour la citoyenneté européenne, une nouvelle ère plutôt pour la citoyenneté européenne et je crois qu'il faut alors, bien sûr, parler de ce que cela signifie en termes de droits, mais aussi de responsabilités. Alors, du point de vue juridique, si l'on regarde l'Union européenne, il y a des questions qui doivent être soulevées. La question sur l'égalité, par exemple, nous avons appliqué pour la première fois la directive concernant la protection temporaire pour ceux qui arrivent sur l'espace de l'Union européenne. En fait, voilà, on ouvre l'accès au marché du travail pour les réfugiés ukrainiens. Alors voilà, encore une fois, il y a cette prémisse de l'égalité de traitement au sein de l'Union européenne. Il faut maintenant trouver la manière d'appliquer ce principe de manière effective au sein de l'Union européenne. Une charte des droits citoyens n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui en somme. Et avant de revenir sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, j'aimerais peut-être vous parler de cette déclaration de Versailles de la semaine dernière. Pour nombre d'entre nous, cette déclaration est assez décevante. Le langage utilisé eh bien, se fonde sur les valeurs de l'Union européenne, la citoyenneté européenne, mais il y a 3 points, qui en fait montrent que l'approche est un petit peu froide. On parle, de barrières, on parle, d'énergie, on parle, d'énergie, de sécurité et cetera. Bon, la guerre de l'Ukraine, en fait, en Ukraine, en fait, c'est effectivement une guerre, et qui, effectivement nous rappelle ce que c'est que de lutter pour, l'Europe, pour la citoyenneté européenne et pour la liberté et la paix. Donc voilà, si je lis, la déclaration de Versailles, cette déclaration aurait dû porter sur la citoyenneté européenne, dans une acception beaucoup plus large. On parle, au-delà des citoyens européens, on aurait dû parler, d'une sorte de pacte citoyen, de l'Union européenne, un pacte de la sécurité sociale pour, les personnes sur le territoire de l'Union européenne et dans les pays voisins. C'est peut-être d'ailleurs la brèche que peut combler cette conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est peut-être là le résultat auquel devrait aboutir cette conférence en tant que résultat minimum, un statut concernant ou une constitution concernant eh bien, les droits citoyens européens. Alors, les groupes de travail, c'est vrai, ont formulé de formidables propositions. Mais bon, il ne faut pas se centrer uniquement sur des questions d'infrastructure, mais focalisons-nous sur les questions qui nous mobilisent en faveur de l'Europe et pour défendre un avenir commun. En ce sens, bon, je crois qu'il y a aussi une brèche au niveau générationnel dans la rhétorique utilisée, par exemple, dans la déclaration de Versailles. Nos décideurs, en fait, montrent encore qu'ils ont une mentalité, qu'ils adoptent une mentalité de la guerre froide face à cette nouvelle situation. Et on peut y remédier justement en mettant l'accent sur la dimension citoyenne. Je voudrais partager avec vous des travaux auxquels j'ai participé dans le cadre de ma fondation avant la crise. Est-ce que donc la fondation ESIT, est-ce que je peux demander à Max de partager ce graphique? C'est un graphique qui tente de résumer ce que ça pourrait à quoi pourrait ressembler en fait, une citoyenneté européenne et une constitution ou un document, un statut, à cet égard. Alors on se fonde sur, par exemple, le traité de Maastricht et puis, on se projette dans l'avenir et on fait le lien avec le présent. Notre présent est en train, d'anticiper nos définitions, actuelles, la définition des traités. Je ne sais pas si vous voyez l'image à l'écran, mais je peux en tout cas en parler. Donc avec la pandémie, avec la crise climatique, nous avons clairement vu qu'il faut parler des droits, de soins de santé, droits environnementaux, outre les autres droits, en plus des autres droits dont on parle au niveau européen. Les droits qui existent déjà. Il y a un socle européen des droits sociaux. Nous avons des droits politiques au sein de l'Union européenne, mais ce ne sont pas des droits qui sont complets, intégraux. Il y a une proposition d'ailleurs de la charte citoyenne sur laquelle
Daniel a travaillé, eh bien, ces propositions recoupent certaines des propositions que nous avons formulées au sein de l'ECIT et Citizens Without Borders, Citoyens sans frontières. Donc, ce sont des droits de vote pleins. Mais on pourrait aussi parler droits de l'enfance. Nous avons un devoir en ce sens. Tout d'abord parce que nous sommes en train d'accueillir des enfants ukrainiens et il faut se poser la question de savoir, mais quel est notre devoir, quelle est notre obligation vis-à-vis de ces enfants ukrainiens? Mais aussi parce qu'il y a les Fridays for Future, par exemple, les jeunes qui se mobilisent en faveur du climat et voilà qui alimenter le débat européen. Et là, encore une fois, on parle de justice intergénérationnelle, une dimension qui n'a pas encore été intégrée dans nos valeurs, dans nos traités, par exemple. Et je crois que si la conférence sur l'avenir de l'Europe devait aboutir à une conclusion, eh bien, c'est le besoin d'élargir les droits actuels, droits numériques, par exemple, et voir comment donner corps à ces droits, comment les partager avec les citoyens des pays voisins. Voilà, ce n'est qu'ainsi que nous pourrions effectivement, que nous pourrons véritablement avoir une convention pour réviser les traités. Merci, merci Susanna pour avoir vraiment établi un lien entre toutes ces différentes thématiques avec cette présentation très, très détaillée. Et je sais que tu as déjà touché à pas mal de questions qui ont été traitées dans le chat, par exemple, questions et réponses. Par exemple, on nous a posé quelques questions sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Est-ce que cela n'a pas une incidence sur la façon dont nous traitons les questions de citoyenneté, etc. Bien, j'aimerais maintenant vous demander toutes et tous d'intervenir, peut-être pour un dernier tour de questions-réponses pour les quelques dernières minutes qu'il nous reste. Essayons peut-être d'avoir un débat tous ensemble. Alors, je vois déjà une main levée, mais je vais essayer peut-être de résumer les questions qui ont été posées. Alors, comment donner au Parlement européen plus de pouvoir? Nous posons comme question. Il y a des questions sur l'autonomisation des femmes. Comment donner plus de pouvoir aux femmes, surtout dans le processus décisionnel européen? Il y a des questions spécifiques qui sont posées à Stéphanie d'ailleurs, et Stéphanie pourra y répondre. Quelqu'un a répondu sur justement sur le fait que eh bien, certains participants au panel citoyen ont perdu leur emploi pour pouvoir participer à ce panel. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Nous demandent les participants. Alors, le lobbying de la part des entreprises. Nous savons que les entreprises, effectivement, eh bien, sont très présentes dans les groupes de lobbying au niveau européen. Et puis, que peut-on faire pour renforcer peut-être les forces de la société civile, surtout en Europe centrale et orientale, les forces pro-démocratiques, eh bien, ce sont justement ces mêmes forces qui, d'ailleurs, accueillent les réfugiés ces jours derniers. Pourquoi ne pas leur donner plus de pouvoir pour justement, eh bien, approfondir la question de la démocratie, des droits fondamentaux. Donc voilà, toute une série de questions sur lesquelles vous pouvez réagir. N'hésitez pas à réagir aussi à ce qu'ont dit les autres intervenants tout au long de notre webinaire. Alors, c'est un peu une expérience que nous lançons. Voyons si nous pouvons arriver à une discussion cohérente, si nous pouvons, ma foi, garder, préserver notre élan et continuer à débattre. Alors, je vais peut-être donner la parole à ceux et celles qui n'ont pas encore pris la parole. Alors, j'ai vu que Stéphanie, tu avais levé la main il y a quelques secondes. Peut-être, je vais te donner la parole. Oui, j'ai deux remarques. Je réagis à ce que disait Daniel. Pas de malentendu, si nous avions la possibilité de voter sur les 178 recommandations, j'en serais très heureuse. Mais restons réalistes, il reste 3 plénières. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer dans une semaine. Et donc, restons réalistes et surtout compte tenu de ce que nous savons maintenant par rapport à la position du gouvernement suédois et d'autres États membres, par exemple, pour revenir à la question de savoir comment renforcer le rôle du Parlement européen. Si vous, en tant que député européen, vous voyez une occasion effectivement, vous avez l'occasion de remettre cette question sur la table, allez-y.
allez-y, on verra hein, comment vous faites. Que ce soit clair, moi, je serais très heureuse qu'on puisse voter concrètement sur toutes ces recommandations. Alors, c'est Abel Gary. Puisque j'ai parlé de cela, pardon, c'était un citoyen bulgare, qui travaillait dans une banque bulgare et dans son contrat, en fait, il était stipulé qu'il ne prendrait pas position sur des questions politiques en public. Le fait pour lui d'avoir participé à cet exercice de base démocratique, voilà, lui a coûté son emploi. Voilà, ça c'est pour répondre à la question sur la personne qui a perdu son emploi. Donc, c'était un citoyen bulgare. Alors, que faire maintenant? Eh bien, faisons aboutir cette conférence. Nous avons promis beaucoup de choses. Les 6 à 8 prochaines semaines vont montrer si cette expérience peut porter ses fruits, si elle peut être un fondement pour une prochaine étape qui, je l'espère, sera une très, très grande étape, très importante. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Calypso, peut-être tu veux intervenir? Oui, alors j'ai lu énormément de questions qui nous sont posées et j'ai un peu bon, on nous demande hein, qui peut avoir une influence sur quoi. Attention, hein, ne perdons pas de vue que certaines de ces propositions sont vraiment révolutionnaires. Alors c'est vrai, lorsque ces recommandations sont institutionnalisées et quand effectivement on adopte des législations, on peut peut-être les diluer. 3 exemples. Il y a une question qui semble très, très spécifique sur les pesticides. Et si vous regardez le problème des pesticides au niveau de l'Union européenne, en fait, une grande majorité de citoyens ont le sentiment que ces pesticides devraient être interdits d'une façon ou d'une autre. Et or, les institutions ne le font pas. Les institutions nous disent: «Oui, mais bon, on va agir». Oui, d'accord. Maintenant, les recommandations vont en ce sens, mais tout passe par la façon dont cela se traduit concrètement. Alors, c'est vrai que, par exemple, il est important d'avoir une transparence, une véritable transparence sur les investissements européens. Nous avons les fonds Next Generation EU. On parle quoi de 700 milliards d'euros, mais nous ne savons pas concrètement comment cet argent, cette enveloppe qui est énorme hein, est dépensée. Nous ne savons pas exactement qui dépense l'argent, comment, qui met cet argent dans sa poche. Alors oui, il y a des contrôles, mais d'ailleurs, l'une des recommandations de ces panels citoyens appelle à une transparence radicale, comme je l'appelle. Susanna a parlé des droits de l'enfance. On peut interpréter les droits de l'enfance de manière très, très différente. Les droits des résidents aussi dans l'Union européenne. Voilà ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du power to the people, le pouvoir aux mains du peuple. Euh, Effectivement, ce n'est pas une question de dire, voilà, ce thème-là devrait être sur la liste des thèmes évoqués par les institutions européennes. Non, et il faut nous assurer que eh bien, le monde institutionnel comprenne le côté révolutionnaire de cette initiative. Et Suzanne, Daniel travaillent sur cette charte citoyenne. Pourquoi? Pour justement d'articuler tout cela, les droits, les processus qui donnent du pouvoir aux citoyens d'une part, et comment ces citoyens sont entendus et à quel point ces ambassadeurs dans la conférence sur l'avenir de l'Europe peuvent donner suite à ces recommandations spécifiquement et concrètement. Voilà, je vous renvoie la balle. Thanks, Calypso. I see both Sarah and Daniel's. Merci, Calypso. Je vois la main de Daniel et de Sarah qui est ouverte et qui est levée, pardon. Je vais peut-être donner la parole à tous nos intervenants, toutes nos intervenantes, la possibilité de rebondir. Il nous reste 10 minutes, donc on va peut-être donner la parole aux 4 personnes qui n'ont pas encore pu rebondir. Sarah, Daniel, Webke et Susanna. Dans cet ordre, peut-être. Voilà. Sarah, allez-y. Daniel, vous pouvez y aller en premier, hein, si vous pouvez réagir à ce qu'a dit Calypso. Non, non, allez-y. Très bien, merci. Alors, il y a la question de l'implication des citoyens dans la COF. On a montré que les attentes des citoyens étaient très grandes. Mais il y a aussi une réalité dehors, par exemple le changement climatique. Il y a la question de savoir comment cette situation de guerre en Europe sera solutionnée, le numérique, etc. Toutes ces choses qu'on ne peut pas
affronter seule en tant qu'une nation isolée. Est-ce que l'UE elle-même ne se dit pas qu'elle a besoin d'une réforme fondamentale? Les citoyens ont montré déjà à quel point ils trouvaient que c'était central, mais les problèmes du monde montrent aussi, eux, que c'est absolument essentiel. Donc je me demande comment les institutions européennes peuvent croire qu'elles pourront travailler mieux à l'avenir avec les structures et les institutions qu'elles ont aujourd'hui. Ça a vraiment apporté des difficultés aux institutions de l'UE, ces attentes citoyennes, parce que c'est une perte de légitimité. Donc la question est de savoir comment avoir une UE moderne pour pouvoir répondre à tous ces problèmes. Il n'y a pas que les citoyens qui veulent ces réformes. Dans son contrat de coalition, la nouvelle coalition du gouvernement allemand, on dit de manière explicite qu'il voulait un changement, qu'il voulait une assemblée constituante de l'UE. Donc, il y a une dynamique qui vient de plusieurs côtés. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue d'en parler, en fait? Pour moi, c'est absolument clair qu'on a besoin de cette assemblée constituante. La décision est de savoir comment cette constituante sera articulée et comment on ouvre de nouvelles voies, quelles seront les possibilités de participation active des concitoyens à cela. Moi, je souhaiterais qu'on arrête de parler de la nécessité de cette assemblée constituante et qu'on commence à parler de comment on la met sur pied, comment elle fonctionnera. Moi, ce qui me frustre ici, c'est qu'il y a absolument un consentement qu'on a besoin de cela et les institutions européennes ne le sentent pas encore. Merci beaucoup. Daniel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sarah a dit. Je ne suis pas aussi surpris, cependant. Et il n'y a pas une UE abstraite qui a une position. Hein. Il y a de nombreux acteurs qui ont cette position. Certains d'entre eux sont représentés ce soir même et ils ont ces avis et ils tirent la corde de leur côté. Ils essayent d'aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais il y a des acteurs. Les acteurs les plus importants de ce jeu, ce sont les gouvernements nationaux et ils ne sont pas vraiment élus pour ce jeu européen. Ils sont élus avec des programmes nationaux au cours d'élections nationales. Et on l'a vu dans la campagne allemande, l'Europe joue un rôle très limité. On le voit dans la présidentielle en France. Quel est le rôle de l'Europe dans cette campagne? Très peu. Et voilà le problème. Et cependant, il faut quand même parler de l'avenir de l'Europe avec ses États membres. On ne peut pas faire sans eux. Donc, on a besoin d'utiliser les opportunités présentées par cette conférence. Et vu que tout cela est si peu défini, je crois qu'il y a une opportunité très importante, comme l'a dit Stéphanie, au cours des 8 semaines à venir, de vraiment faire quelque chose. Et si les citoyens, les citoyennes, les sociétés civiles, les différents eurodéputés vont dans le même sens, je crois alors qu'il y a une vraie opportunité à saisir pour faire un grand pas ambitieux. Bon, on a parlé de plein de choses, renforcer le Parlement européen, meilleure protection de nos droits, de l'état de droit. Bon, tout cela sera important, mais j'aimerais quand même dire une chose pour conclure. Comment nous assurer d'avoir un paquet de mesures qui peut avoir l'unanimité dans l'approbation à la fin? Parce que ça, ce serait vraiment le plus grand défi. Et il y a un enseignement à tirer de ce qu'on a fait avec le fonds de reprise Covid, avec le dernier budget et le mécanisme État de droit. J'ai eu le plaisir de participer à cette négociation. Donc, on a besoin d'un grand paquet de mesures avec beaucoup de choses dedans. Donc, ça veut dire que chaque État membre reçoit quelque chose de ça. On a besoin de fonds, de sous, parce que, soyons très honnêtes, ça nous achètera l'appui de certains gouvernements qui, sinon, ne seront pas très favorables aux réformes. Et puis, troisièmement, et ça c'est très important, essayons de construire ce paquet de mesures pour que une plus grande partie de cela puisse être fait avec un petit groupe d'États membres si nécessaire. Ce n'est pas que je veuille que ce soit fait dans un petit cercle restreint, mais ça mettra la pression sur tout le monde pour qu'on le fasse. Et à ce moment-là, on aura peut-être une chance d'arriver à mettre quelque chose en place. Merci beaucoup, Daniel. Webke, je veux vous donner la parole maintenant.
parce que vous parlez au nom d'un type d'acteurs différents de ceux qui viennent de s'exprimer. Je vais aussi vous demander votre avis sur la suggestion très concrète qui était que la plénière devrait voter sur toutes les recommandations des panels citoyens. Que pensez-vous de cela et sur d'autres éléments aussi dont on a parlé? Oui, merci beaucoup. Vous posez de nombreuses questions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Au risque de me répéter, nous avons 178 recommandations européennes. Je le répète, certains d'entre nous, ce soir, ont déjà une conclusion là-dessus. Aux Pays-Bas, nous n'avons pas encore de conclusion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore pu finir le travail. Il n'y a pas de document 4 colonnes encore qui disent ça existe dans le cas de ces recommandations, ça n'existe pas. Ou ça, c'est dans les tuyaux, ou ça, c'est pas dans les tuyaux. Il y a des gens ce soir dans ce séminaire qui ont déjà fait ce travail. Je les jalouse un petit peu et qui disent non, on a besoin d'une charte citoyenne et non, on a besoin d'une assemblée constituante. Je crois qu'on n'y est pas encore. Le gouvernement des Pays-Bas n'y est pas encore parce qu'on n'a pas vu la proposition. Donc, au cours des 6 à 8 semaines à venir, on a besoin de faire ce travail, parler aux ambassadeurs des citoyens et demander si notre lecture de ce qu'ils veulent est correcte. Pas partir de notre position, de ce que nous voulons, mais partir de ce que eux veulent. Et on peut parler des différentes manières de le mettre en œuvre. La conférence est là pour ça. Le but n'est pas d'acheter les voix des États membres pour voter pour un paquet de mesures. La conférence n'est pas un organe de prise de décision. Elle collecte des recommandations citoyennes dans le but de les traduire dans des mesures, bien évidemment. Et dans la déclaration générale commune, signée et rédigée par les 3 institutions, il est dit que chacune des institutions participera au processus de prise de décision après le 9 mai, pas le 9 mai. Je pense qu'il est important de voter sur le rapport de la conférence. Il faut dire ce qu'il y a dans le rapport, et dire qu'il y avait un appui pour ceci, pour cela, et ensuite examiner ce qu'il y a dans le rapport. Mais j'admire les participants, je dois être en retard parce qu'il y a des gens qui ont dû faire beaucoup de travail. Envoyez-moi le document en 4 colonnes pour nous montrer tout son travail. Nos autorités seront absolument ravies si ce document existe. Écoutez, faisons tout d'abord notre travail. Nos devoirs à la maison, c'est des sujets très complexes. Nous ne pouvons pas conclure trop rapidement. Des collègues l'ont dit, il y a des États membres qui sont moins enthousiastes pour ce qui est de mettre sur pied une fédération européenne. Voilà quelle est la réalité. Il y a une réalité de ce que les États membres veulent et ne veulent pas. Donc faisons notre travail. Pourquoi ce n'est pas un problème, ce 85% des résultats? Est-ce que c'est un mauvais résultat si on dit aux citoyens 85% de vos souhaits existent déjà ou sont en train d'être mis en place au cours des mois à venir? Je comprends pas en quoi ça ce serait un mauvais résultat. Donc voilà, au cours des semaines qui nous séparent du 9 mai, faisons notre travail à la maison et voyons de quoi on parle vraiment et ensuite on décidera si on passe à un changement des traités ou à une assemblée constituante. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau des institutions de manière informelle aussi, vous savez. Vous savez quel est l'avantage de faire tout cela sans changer les traités? C'est que ça vous arrive 5 ans avant. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Je vais donner la parole à Susanna. Il est bientôt 19 heures. On a entendu certaines des divergences qu'il y avait aussi dans ces conférences. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail à faire en journée et le soir à la maison. Au cours des 6 à 8 semaines à venir, il y aura vraiment beaucoup de choses à faire et vous serez tous et toutes impliqués. Je vais donner la parole à Susanna pour conclure. Allez-y. Oui, merci. Alors, l'idée d'élargir les droits citoyens européens est de minimiser la distance entre les citoyens européens
Quand on parle d'une salaire égal, le but est de limiter les lacunes entre les catégories dans la société. Quand on parle des droits de santé, on veut s'assurer qu'il y ait des soins de santé de qualité dans toute l'UE. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose concernant sur les 11 hôpitaux en Roumanie qui traitent les Ukrainiens, les réfugiés, et les conditions de soins de santé dans ces 11 hôpitaux roumains ne sont pas du tout aussi bonnes que dans le reste de l'Europe. Donc il y a un point de départ pour cette discussion. Et comment rendre l'Europe pertinente pour les personnes qui sont dans les zones rurales ou les zones éloignées de l'UE si on n'élargit pas leurs droits, les droits dont ils peuvent jouir chez eux. Voilà, cette discussion est encore plus nécessaire maintenant que nous accueillons 3 millions de réfugiés ukrainiens. Et le travail est fait par les citoyens qui reçoivent des réfugiés ukrainiens chez eux, dans leur propre maison. C'est un travail qui est fait par nous dans la rue. Et nous demandons à nos gouvernements de faire plus pour protéger les valeurs que nous défendons. Et donc, la conférence sur l'avenir de l'Europe ne durera peut-être plus que 6 à 8 semaines, ce qui est assez court, mais il me semble que dans le contexte actuel, en Europe, aujourd'hui, c'est beaucoup de temps, en fait, 6 à 8 semaines, pour s'assurer que les résultats de cette conférence mettent les citoyens vraiment au centre et les droits des citoyens, encore plus particulièrement. Donc voilà, je trouve que le temps est très différent, c'est tout relatif. Si on était à Kiev aujourd'hui, 6 à 8 semaines, ça nous paraîtrait très long. Et je crois que c'est notre responsabilité que de faire quelque chose qui ait du sens pour les personnes qui viennent aussi chercher un abri dans notre Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Susanna, pour ces mots de conclusion. Je vais finir sur ces mots et dire que Power to the People, c'était vraiment un sujet au centre de toute notre conversation. On a parlé des personnes qui étaient les plus éloignées du pouvoir, comment on pouvait leur donner du pouvoir. On l'a dit tout au long de cette discussion, on a parlé de notre responsabilité, la responsabilité de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Merci aux 400 personnes qui ont rejoint notre webinaire ce soir. C'est une solidarité avec les personnes qui se battent pour la démocratie et les valeurs fondamentales aujourd'hui. Il va falloir impliquer de nombreux acteurs pour avoir des résultats. Il y a une complexité forte de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est un des plus grands défis de cet exercice, mais il me semble qu'après la conversation d'aujourd'hui, la COF, en impliquant de nombreux acteurs, peut-être pas tout le monde malheureusement, mais en tout cas de nombreux acteurs, a réussi à ouvrir un nouveau chapitre de la démocratie européenne. C'est comme ce génie qu'on ne peut pas remettre dans la lampe, que quoi qu'il arrive au cours des 6 à 8 semaines à venir, en tout cas, il y a beaucoup de gens ici qui ont pris le temps de s'assurer que ces changements se concrétiseront. Je vais vous rappeler qu'avec la même coalition, ce soir, nous allons mettre en place notre appel le 21 avril, dans quelques semaines. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Merci pour tout le travail que vous avez fait. Le travail en journée, en soirée, en nuit pour la démocratie européenne au quotidien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci de nous avoir écoutés.